par une remarque. Eh bien, au cours de cette présentation, je vais utiliser un certain nombre de règles, un certain nombre de chiffres qui sont communément admis et employés par des spécialistes, par des économistes, mais dont je ne connais pas toujours les fondements. Prenons un exemple. Il y a un point qui revient beaucoup aujourd'hui dans l'actualité politique française, c'est celui du chômage. Les spécialistes accordent à dire aujourd'hui que pour réduire de façon durable le chômage en France, excusez-moi, il faudrait afficher une croissance de 1,5%. Si vous me demandez d'où provient ce chiffre-là, eh bien, je ne sais pas vous répondre. Mais en revanche, ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, si nous prenons une entreprise qui, d'un exercice à l'autre, a affiché de la croissance, eh bien, cela voudrait dire, toute chose égale par ailleurs, que cette entreprise aurait effectivement engendré plus d'activité. Et même si on est d'accord que plus d'activité ne veut pas forcément dire emploi, eh bien, cela, déjà dans la mesure où l'entreprise pourrait très bien avoir recours à des heures supplémentaires, mais cela resterait uniquement jusqu'à un certain seuil. Et au-delà de ce seuil-là, l'entreprise serait de toute façon obligée de recruter. Et on pourrait penser que eh bien, ce seuil-là correspond à l'échelle nationale à une croissance de 1,5%. Ce que je veux dire, c'est que si vous me demandez pourquoi c'est 1,5 et non pas 0,3, et non pas 10, et non pas 15, bah, je ne saurais vous répondre et je vous inviterai à vous rapprocher de spécialistes qui, eux, sauraient, à mon sens, bien vous éclairer sur la question. Mais pour revenir à notre sujet, si les chiffres de la croissance sont plutôt éloquents avec un niveau moyen de 5,3 points sur la scène africaine sur la dernière décennie, autant pour moi, ce qui, soit disant passant, est encore meilleur que la croissance affichée par les États-Unis, ce qui est encore meilleur que la croissance mondiale de manière générale, avec au passage des pays comme la Guinée équatoriale, les pays comme l'Angola qui sont de très bons élèves, puisqu'ils ont affiché une croissance de 2 chiffres, eh bien, il ne demeure pas moins que, en dépit de cette croissance-là, eh bien, la plupart des pays demeurent confrontés à des difficultés de développement. Je pense, comme on le disait tout à l'heure, à l'insécurité alimentaire, je pense au chômage, je pense à la pauvreté, je pense à la faible intégration sur la scène mondiale, je pense au faible niveau de transformation économique. Et tout à l'heure, on parlait de spécialistes. Ils disent aujourd'hui que si l'Afrique veut réduire de façon durable la pauvreté, si l'Afrique veut inverser la tendance, ce qu'il faudrait, c'est une croissance au minimum de 7%. Ils disent au minimum que autant pour moi, ils disent pour avoir une croissance de 7%, il faudrait un taux d'investissement qui soit au minimum de 25%. Or, comme on le disait tout à l'heure, l'Afrique affiche plutôt une croissance autour de 5,3%, avec un investissement qui se situe aux alentours de 18,7% sur la dernière décennie. Avant de continuer, je voulais préciser quelque chose. Ce qu'on appelle le taux d'investissement. Eh bien, la formule officielle dit que c'est le rapport de la formation brute de capital fixe sur la valeur ajoutée. On est d'accord que vu comme ça pique un peu les yeux. Mais comme on va le voir ensemble, il n'y a rien de plus simple. Tout d'abord, ce qu'on appelle la formation brute de capital fixe, eh bien, ce n'est rien d'autre que l'ensemble des actifs corporels et incorporels qui sont destinés à l'investissement. Et la valeur ajoutée, eh bien, en comptabilité nationale, c'est rien de plus que le PIB, le produit intérieur brut. Comme nous le voyons, les chiffres affichés par l'Afrique sont clairement en deçà de ce qui serait nécessaire pour renverser la donne. Mais on va noter que ces chiffres qui sont clairement insuffisants n'expliquent pas à eux seuls la lenteur des progrès qui provient surtout de la nature même de la croissance qui n'a pas entraîné, 1. Le développement des capacités productives et 2. La transformation structurelle qui sont, on l'aura compris, essentielles pour l'emploi et essentielles pour la réduction durable de la pauvreté en Afrique. Notons par ailleurs que l'Afrique n'a même pas encore commencé la transformation structurelle
qui consisterait à l'abandon des activités à faible productivité au profit des activités à forte productivité, qui consisterait également à une réduction de l'agriculture dans la production et dans l'emploi, et au contraire à une augmentation des industries manufacturières, à une augmentation du secteur des services. Et observons enfin que la récente croissance observée en Afrique est en grande partie due à une part dans le PIB de plus en plus importante des activités extractives. Je pense notamment au pétrole, je pense au cuivre, à l'ensemble des richesses africaines. Mais malheureusement, ce secteur-là est par nature enclavé et il n'est de ce fait pas de nature à accueillir l'ensemble des millions de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi africain. Et cette transformation économique, on va dire pour finir, est l'enjeu de nombreux pays africains, de nombreux dirigeants africains, et un des moteurs principaux reste, comme on l'a dit, l'investissement. Dans le premier chapitre, on va essayer de décrire ensemble le paysage économique africain. Nous allons dans ce premier chapitre avoir un rapide aperçu de la croissance et de l'investissement en Afrique. Comme nous le disions à l'introduction, on a pu noter en Afrique un taux d'investissement se situant autour de 18,7% sur la dernière décennie, ce qui est en réalité une augmentation puisque ce chiffre se situait plutôt autour des 17,7% entre les années 90 et les années 2000. Une augmentation qui est toutefois nuancée puisque dans le même temps, eh bien, on a observé une forte augmentation de la demande, ce qui in fine a entraîné une stagnation de la part de l'investissement dans le PIB. Concernant la demande, ayant lu il n'y a pas très longtemps la théorie générale de John Maynard Keynes, qui est au demeurant un excellent bouquin, eh bien je n'arrête pas de dire à qui veut entendre à quel point la demande est un moteur de la croissance. Vous savez, l'histoire de la confiture, moins on en a et plus on l'étale. Enfin bref, si la consommation est un élément important de la demande intérieure, un moteur de la croissance même, eh bien, il ne reste pas moins qu'en Afrique, une stratégie basée sur la consommation ne pourrait absolument pas être viable, ou du moins pas viable sur le long terme. Je m'explique. L'offre, on va en parler plus tard, est malheureusement très faible en Afrique. Et donc, une telle stratégie entraînerait une très forte dépendance aux importations, ce qui serait destructeur pour les capacités productives locales et donc, vous l'aurez compris, destructeur pour l'emploi. Et puis par ailleurs, les effets sur la balance courante des pays, sur la balance commerciale seraient catastrophiques et cela aurait par ailleurs des conséquences très nocives sur les comptes extérieurs des pays. On va maintenant aborder la question de l'offre, non seulement parce qu'on l'a promis, mais surtout parce que quand on parle de demande, il faut parler également d'offre. On l'a annoncé en introduction, on observe en Afrique une croissance qui est régulière, qui est relativement élevée, mais qui reste insuffisante et surtout qui est structurellement incohérente. Nous l'avons déjà dit, on va le redire, le processus normal de croissance implique un remplacement des activités à faible productivité par des activités à forte productivité et également une diminution des activités agricoles pour une augmentation des activités manufacturières, pour une augmentation du secteur des services. Ce qui, quand on y réfléchit, somme toute assez logique, puisque dans un premier temps, on cultive, on vit de ce qu'on prend dans le sol. Ensuite, il y a besoin d'industrie pour justement transformer ces produits-là. Et dans un dernier temps, il y a besoin justement de services pour gérer toutes ces industries-là. Et ce qu'on observe en Afrique, c'est effectivement une baisse de la croissance du secteur agricole. Mais par contre, ce qui est curieux, c'est qu'elle profite non pas au secteur manufacturier, mais au secteur des services. Quand je dis curieux, en fait, c'est curieusement néfaste puisque les services en question, eh bien, ils sont en grande partie constitués des activités du secteur informel et donc qui fournit des produits qui sont malheureusement non exportables.
Quand on ajoute à cela la grande dépendance aux activités extractives dont on parlait en introduction, eh bien on se rend compte que avec un taux d'investissement qui est insuffisant, qui est nettement inférieur à celui des autres pays en développement, qui est a fortiori inférieur à celui des pays développés, eh bien on se rend compte que l'Afrique a de la croissance certes, mais une croissance qui est fragile, une croissance qui est difficilement soutenable sur le long terme. On va maintenant parler de l'investissement en disant tout d'abord que quand on parle d'investissement, il est important de faire la distinction entre investissement public et investissement privé. Les deux sont certes complémentaires, mais c'est bien l'investissement public qui va attirer l'investissement privé. Donc l'investissement public est, pourrait-on dire, super important pour la croissance en Afrique et joue un rôle stratégique pour la croissance en Afrique. Qui aurait effectivement, quand on dépense, s'il avait le choix, envie de placer son argent dans un pays où il n'y a pas de route, ou dans un pays où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas de sanitaire et ainsi de suite? Pas moi en tout cas. Et donc, quid de l'Afrique concernant l'investissement public? Si on fait un bond 40 ans en arrière, eh bien on se rend compte que, et on observait une hausse de l'investissement public jusqu'à à peu près 11,5% dans les années 1982, qui malheureusement s'est inversé et a chuté depuis jusqu'à un peu moins de 5% dans les années en 2012. Rendez-vous compte, on a un investissement public qui vaut moins de 5% en 2012. C'est rédhibitoire, c'est incroyable. Bon, il est vrai, reconnaissons-le, que cela est dû en grande partie à la crise de la dette qui a sévi dans les années 80 et qui a entraîné de nombreux plans d'ajustement structurel. Et malheureusement, plusieurs pays africains ont dû faire d'importantes réductions budgétaires pour justement faire face aux obligations de la dette. Et vous l'aurez compris, pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité politique européenne, c'est exactement ce que traverse la Grèce en ce moment même. Donc on a l'explication, mais reconnaissons tout de même que le niveau d'investissement est très faible en Afrique et, comme on le disait tantôt, rédhibitoire. Et donc il faudrait accorder de la priorité aux dépenses d'investissement public. On va finir quand même sur une note positive parce que tout n'est pas non plus sombre en Afrique. On observe quelques éclaircies dans le ciel économique africain. Donc investir c'est bien, mais investir bien c'est mieux. Puisque l'efficacité et la productivité de l'investissement ont un incident qui est tout aussi important sur la croissance. Eh bien, il existe un indicateur qui s'appelle le coefficient marginal de capital, qui mesure le degré d'efficacité de l'utilisation du capital dans une économie. Cet indicateur, pour faire simple, plus il est élevé et moins le capital est productif. Et en d'autres termes, vous l'aurez compris, moins il est élevé, mieux c'est. Eh bien, figurez-vous que la productivité du capital a évolué d'une manière considérable en Afrique, puisque le coefficient marginal du capital est passé de 7,4 points à 4,1 points dans le court intervalle entre les années 2000 et l'année 2011. Ce qui est mieux qu'en Amérique, ce qui est mieux qu'en Asie. Rendez-vous compte, mieux qu'en Asie. Ces chiffres sont encourageants, mais n'oublions pas que les efforts restent tout de même à être poursuivis. Pour résumer, on peut retenir que l'Afrique a une économie qui est tout à fait incohérente, une croissance qui est insuffisante, une croissance qui est fragile, qui est difficilement soutenable sur le long terme, du moins au rythme auquel on va, et des investissements qui sont également insuffisants de manière générale, mais surtout, comme on l'a dit, des investissements publics qui sont rédhibitoires. Et donc, les investissements, vu que les investissements sont productifs en Afrique, comme on l'a vu dans le point précédent, eh bien, c'est une fenêtre de tir qu'on doit exploiter au maximum. On doit profiter pour optimiser tant sur le plan de la quantité que sur le plan de la qualité nos investissements en Afrique. Et nous allons voir comment. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes, puisque maintenant, nous allons parler dans le chapitre suivant des déterminants de l'investissement en Afrique.